Mais je vais juste expliquer déjà mon travail. Donc, au sein de l'académie, donc, je suis chargé de mission, et je suis chargé surtout d'implémenter les usages des IA dans le système éducatif. Alors, il y a notamment avec Canopé, il y a des formations, mais aussi en organisant différents types de manifestations, notamment à partir de l'année prochaine. J'en profite pour vous dire que le mois de janvier sera le mois des IA au niveau de l'académie. Et ensuite, chaque mois, on va organiser des webinaires sur des thèmes donnés autour des usages des IA. Voilà. Donc, on aura un webinaire sur l'éthique, etc. C'est juste pour présenter un petit peu les activités du SAN. Quoi vous dire qu'on n'a pas dit? C'est un peu compliqué. Oui, ça fait 1 an aussi j'anime un groupe de travail et de réflexion autour des IA qui s'appelle le GPIA Data Eco. Alors, qui participe à ce groupe de travail? Beaucoup d'enseignants, il y a le corps d'inspection qui est représenté, il y a aussi Canopé, il y a d'autres partenaires, Maison pour la Science, l'INRIA, le CLEMI, l'ADAC, enfin, voilà, tous les partenaires, un petit peu, beaucoup de partenaires, qui réfléchissent un petit peu sur les usages des IA. Alors c'est vrai que l'année dernière, on s'est beaucoup posé de questions sur l'éthique. Quel type d'IA peut-on utiliser? Peut-on donner aux enseignants pour la pédagogie et aussi présenter aux élèves? Donc je vais répondre à quelques questions institutionnelles maintenant. Et c'est vrai qu'on était un peu bloqué par ça parce qu'on n'avait pas de véritable réponse. Cette année, on s'est un petit peu libéré de ça, on s'est affranchi de toutes ces contraintes. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a dit sur le problème des éthiques, d'être prudent avec, on en tient compte. Mais quand même, on va donner des outils, on va présenter des outils au niveau des formations d'utilisation d'IA, plus ou moins, qui ne sont pas RGPD, par définition, aucune IA n'est RGPD. Voilà. Alors, par exemple, c'est vrai que lors des formations qu'on a commencé à faire, il y a 2 mots que j'ai notés qui reviennent tout le temps, c'est magique et peur. Alors ça, quand on fait un bilan sur l'utilisation des IA, qui sont pensées des IA, c'est magique et peur. Alors c'est vrai que c'est ça qu'on commence à démystifier ça. Il n'y a rien de magique, on l'a déjà dit. Tout est des IA souvent statistiques, basées sur des probabilités. Et alors c'est vrai que quand c'est magique, quand on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière, c'est vrai que ça engendre un sentiment de peur. Voilà. Alors, c'est ça sur quoi on commence un petit peu à travailler, notamment, qu'est-ce qu'on préconise? Alors, pour enlever le côté magique, alors, il y a une plateforme qu'on préconise maintenant, du point de vue pédagogique, pour expliquer comment fonctionne une IA, comment une IA génère un texte, comment une IA génère une image, comment une IA apprend à partir d'images. Alors, il y a une plateforme au niveau de l'éducation qui s'appelle VitaScience. Alors, c'est une plateforme on a mené un travail notamment avec des élèves de SNT sur cette plateforme pour leur apprendre un petit peu, justement, qu'est-ce qui se cache derrière le fonctionnement des IA. Et enfin, un petit peu, on arrive à faire comprendre aux élèves qu'est-ce qu'il y a. Et à démystifier le côté magique. Il n'y a rien de magique. Voilà. Par exemple, lorsqu'on génère un texte, on demande à l'IA de générer un texte sous VitaScience, et on voit tous les mots avec leur probabilité le mot suivant, qui est la probabilité d'avoir tel ou tel mot. Alors, un élève, on peut s'amuser à changer des mots dans un texte. Et on voit que tout le texte généré change. Voilà. Donc, ça explique un petit peu pourquoi on a l'impression, effectivement, d'avoir. C'est ce que disait le maître de conférence. On ne peut jamais savoir. C'est pas de la copie. C'est chaque fois généré. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce genre de travail que l'on peut faire avec les élèves. Cette année aussi, on expérimente, la dernière année, c'est expérimenté au niveau de l'académie, c'est MIA. MIA, ça s'appelle module interactif adaptatif. C'est une plateforme de travail pour les élèves de seconde en maths et en français. Donc, c'est basé aussi sur des établissements qui sont portés volontaires pour expérimenter
ce type d'IA en français donc, et en mathématiques. Donc sur un thème donné, l'enseignant va choisir le thème, etc. Et le type d'exercice, et ces IA, suivant les réponses des élèves, va adapter les exercices au niveau des élèves. Donc ce n'est pas que pour des élèves en difficulté, c'est pour des élèves de tout niveau, et l'IA est capable de proposer des exercices qui va s'adapter. Voilà un petit peu la nouveauté au niveau de l'académie. Un travail aussi qu'on effectue actuellement aussi lors des formations, c'est en quoi les IA, les usages des IA, vont nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de travailler sur l'inclusion, c'est-à-dire de répondre à des besoins spécifiques d'élèves. Des problèmes de 10, etc. Donc, il y a pas mal de travaux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux à droite, à gauche, Parentis, la Souston, etc., pour des gens qui testent effectivement sur comment améliorer. Là, je travaillais sur des consignes en français. Donc, c'était un texte en français. L'enseignante m'a dit oui, j'ai des élèves en difficulté. C'est vrai qu'en seconde, on demande d'être très autonome, etc. Donc, on a travaillé pour refaire effectivement, refaire ces questions, pour adapter ces questions à des niveaux d'élèves différents, à faire la différenciation pédagogique. Eh bien, je veux dire, le résultat était très surprenant. C'est vrai que je ne suis pas professeur de français, donc j'ai eu mal à comprendre effectivement les subtilités de langage, des attendus du prof de français, mais elle continue là, elle me dit, je vais continuer ce genre de travail avec les élèves. C'est pas grave s'ils ne sont pas très autonomes, certains, mais le but c'est aussi qu'ils comprennent, qu'ils progressent. Donc vous voyez que les IA peuvent apporter des solutions à certains problèmes, notamment sur la différenciation, sur des problèmes d'inclusion, etc. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup pour mes élèves, par exemple, c'est très rapide, par exemple les chatbots. On a parlé des chatbots, mais pas des chatbots, des chatbots avec des plateformes très particulières, travaillées, utilisées par les enseignants. Notamment, c'est Meizu. Meizu qu'on entend tous parler maintenant dans l'éducation. Voilà, c'est des chatbots qui respectent un petit peu quand même la RGPD. Pour finir, alors, je vais reprendre un petit peu tous les problèmes qui ont été évoqués sur, effectivement, il faut tout repenser, le travail à la maison, l'évaluation, etc. Bon, ça, je ne vais pas y revenir. Revenir sur l'esprit critique, oui, c'est important sur l'esprit critique. Mais on en a parlé aussi, il y a deux choses importantes sur l'esprit critique, c'est, oui, je suis capable d'avoir un esprit critique sur un texte, sur un document qui a été généré par une IA, mais parce que, l'autre question, c'est est-ce que l'élève est capable, est-ce qu'il a la possibilité, est-ce qu'il a suffisamment de connaissances pour avoir un esprit critique. Par exemple, si un élève lui demande de me générer, je ne sais pas, un chapitre sur, on va dire, le théorème de Bernoulli dans la mécanique des fluides, ok, l'IA va le générer ça, il va me faire du copier-coller, il va être très content, moi aussi je vais être très content de travail, mais il n'a aucune possibilité, lui, il n'est pas assez acculturé sur, il n'a pas suffisamment de connaissances, il est en construction pour porter un esprit critique. Donc c'est là, il y a quand même tout un travail à faire avec les élèves où, oui, c'est une solution, mais il faut comprendre effectivement qu'il faut comprendre ce qu'il faut poser comme question aussi aux IA. Un autre problème, peut-être qu'on en débattra plus tard, c'est au siècle dernier, c'était notamment les gens Piaget qui avaient corrélé énormément dans l'éducation, dans l'évolution d'un enfant, c'était une corrélation entre la pensée et le langage. C'était deux choses qui étaient très corrélées. Et là, il y a apporte un nouveau problème, apporte une dichotomie entre ces deux choses. C'est-à-dire qu'on va séparer le langage de la pensée. C'est-à-dire qu'on va supprimer un petit peu la pensée, parce que c'est quasiment que du langage. Et là, ça pose beaucoup de questions, on peut se poser beaucoup de questions sur l'évolution des usages des IA par les enfants. On pourra en débattre, si vous voulez. Les solutions. Effectivement, on en a parlé, et je pense que la première solution, c'est qu'il faut apprendre à prompter. Prompter, ce n'est pas juste comme on fait des recherches sur Google. Il y a tout un apprentissage. Un bon prompt, c'est 20-30 minutes. Donc là, il y a un gros travail d'apprentissage, que ce soit pour les enseignants, tous les personnels du système éducatif. Donc ça, c'est très important. C'est comme un nouveau langage. Ça aussi, il faut avoir conscience de ça. Aussi, donc, bien être vigilant sur les données que l'on met
on donne à manger un petit peu à ces IA. Combien, je ne sais pas, parmi vous, ont déjà essayé de faire des avatars avec votre propre image? Les élèves, c'est quasiment la moitié des élèves ont fait leurs propres avatars avec leur propre image, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé, hop, leurs photos aux IA. Un dernier conseil qu'on n'a pas trop abordé et qui commence à se poser la question, puisque moi les enseignants m'ont posé la question, on n'utilise pas les IA pour n'importe quoi. On voit que maintenant, on utilise les IA pour demander presque des recherches qu'on ne faisait pas avant avec des IA. Pourquoi? Parce que derrière ça, il faut parler quand même de frugalité, de sobriété numérique. Ces IA sont la plupart, très énergivores. Donc, soit on limite l'utilisation des IA, soit aussi, la deuxième possibilité, il faut penser aussi, il y a des IA qui sont moins énergivores que d'autres. Donc là, il y a tout un travail maintenant de réflexion sur, oui, il faut faire certaines choses, mais il y a des IA qui ont été optimisées et qui sont beaucoup moins énergivores. Donc ça aussi, c'est important d'en parler de ce côté, sur la sobriété numérique. Voilà, je vais arrêter, puisqu'après il y a un petit débat, donc je pourrais répondre à d'autres questions. Merci beaucoup.